Notre second débat, tout de suite, il est consacré à la guerre en Ukraine et à sa conséquence directe sur l'afflux de réfugiés, un afflux historique déjà. 2 millions de personnes, c'est du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Hugo Lemonnier. Hommes et femmes, de tout âge, forcés d'affronter l'hiver. La fuite des civils ukrainiens continue, comme ici, à l'ouest de la capitale. Ça fait 3 jours sans eau, sans électricité, sans chauffage. Les stocks sont presque vides. Les petits-enfants l'ont supporté jusqu'à maintenant. On ne voulait pas partir. On espérait que ça se termine rapidement. En quelques jours, près de 10 000 personnes ont quitté cette ville près de Kiev. Selon l'ONU, 2 millions d'Ukrainiens auraient déjà fui leur pays. Toute ma vie. J'ai laissé toute ma vie derrière moi. Et j'espère que je pourrai y retourner. Je veux pouvoir rentrer chez moi un jour. À elle seule, la Pologne accueille plus de la moitié des civils ukrainiens. Vous voyez, la file s'allonge. Parfois, il y a 2 fois plus de monde et parfois moins. Mais les gens arrivent en continu. En France, 5 000 Ukrainiens seraient arrivés sur le territoire. Une partie serait en transit, mais d'autres se préparent à trouver refuge ici. Je constate, que beaucoup de ces Ukrainiens m'ont manifesté tout de suite leur désir de vouloir travailler et de vouloir s'insérer, mais en même temps, bien entendu, notre objectif commun, le leur et le nôtre, c'est qu'ils puissent retourner le plus vite possible chez eux, évidemment, dès que les conditions le permettront. À terme, l'Union européenne s'attend à accueillir jusqu'à 5 millions de réfugiés ukrainiens, du jamais vu sur le continent depuis la Seconde Guerre mondiale. Et on en débat tout de suite avec mes invités. Galia Ackerman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes historienne, traductrice, spécialiste de la Russie et vous publiez Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine aux éditions Premier Parallèle. Christian Lequesne, bonsoir. Bonsoir. Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Votre livre, La puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique, c'est aux presses de Sciences Po justement. Pierre-Henri, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous accueillir. Vous êtes le président de France Fraternité. Je commence avec vous, avec ce chiffre de 2 millions d'Ukrainiens qui a été annoncé par le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Peut-être beaucoup plus d'ailleurs dans ces prochaines semaines. Le chiffre est historique. Qu'est-ce que vous pensez que la réponse de l'Union européenne? On parlera de la France un peu plus en détail dans un instant. Bien, la réponse de l'Union européenne est rapide et elle est adaptée à la situation extraordinaire que nous vivons à nos frontières. Il y a une règle absolue, lorsque survient une catastrophe, une guerre, les gens vont d'abord à proximité de chez eux, parce qu'ils ont toujours l'espoir de pouvoir retourner très rapidement. Et donc aujourd'hui, on voit que ce sont les pays limitrophes à l'Ukraine qui sont particulièrement à la fois généreux et impactés. C'est évidemment la Pologne, c'est la Hongrie, etc. Et puis, il y a une autre règle, c'est que les personnes iront dans les pays où il y a des diasporas déjà constituées. Et de ce point de vue, ils iront principalement d'abord en Allemagne, ils iront en Espagne, ils iront en Italie, où il y a une communauté déjà constituée. Et vous remarquez qu'en ce qui concerne la France, le chiffre est extrêmement faible. 5 000 personnes sur 2 millions de personnes déjà déplacées. Par contre, il faudra évidemment travailler sur la question de l'intégration, parce que beaucoup des personnes qui arrivent aujourd'hui resteront, à mon avis, durablement. Je ne dirais pas la même chose des gens qui se tiennent en bordure du conflit. Donc il y a une réponse de protection temporaire qui s'applique à tous les Ukrainiens qui sont partis, également aux résidents réguliers sur le territoire ukrainien avant le 24 février, date
de déclenchement. Et puis, il y a une incertitude sur les personnes qui avaient des courts séjours, travailleurs et étudiants. Et il faudra voir quelle est la réponse de protection que chaque pays européen donnera, parce qu'un certain nombre d'entre eux ne peuvent retourner chez eux dans de bonnes conditions. Oui. Gaïa Kerman, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants parmi ces réfugiés. Il faut peut-être expliquer pourquoi, parce que les hommes qui voulaient quitter le pays n'en avaient pas forcément la possibilité. C'est-à-dire, on leur disait il faut que vous restiez pour défendre l'Ukraine. Non, le président Zelensky a déclaré la mobilisation générale. Donc les hommes entre 18 et je crois 60 ans ne doivent pas quitter le pays. Et pour beaucoup de gens, même au-delà de 60 ans, il y a beaucoup de gens qui restent parce qu'ils peuvent quand même être utiles. Et peut-être ils ne se battent pas dans les unités de défense territoriale, ils ne sont pas intégrés à l'armée, mais j'en connais parmi mes amis qui essaient d'aider les réfugiés, d'organiser les départs, d'organiser le ravitaillement, etc. Donc chaque homme compte, mais bien sûr une grande partie, mais je ne dis pas du tout majoritairement, une grande partie de femmes jeunes avec des familles, les enfants en bas âge, fuient parce qu'il est impossible de se terrer dans les sous-sols, souvent sans eau, sans toilette, sans ravitaillement. Donc ceux qui peuvent partent. Vous l'avez évoqué, les chiffres précis donnés par le HCR de ces réfugiés. Effectivement, la Pologne, c'est vraiment le premier pays d'accueil aujourd'hui, plus d'1 200 000 personnes. Ensuite, la Hongrie est à moins de 200 000, la Slovaquie autour de 140, Moldavie, Roumanie, etc., etc. Christian Lequesne, cette répartition, elle s'explique aussi par l'histoire, d'une certaine façon, par les liens historiques entre ces pays, notamment l'Ukraine et la Pologne. Bien sûr, il y a des liens historiques absolument évidents. Il y a de nombreuses familles en Pologne dont les grands-parents sont nés, voire sont enterrés dans le territoire actuel de l'Ukraine. Et il y a aussi le phénomène qui a été mentionné tout à l'heure de la diaspora, c'est-à-dire qu'il y a vraisemblablement, avant l'arrivée des réfugiés, déjà plus d'1 million d'Ukrainiens qui travaillent en Pologne. Tout le secteur de la construction, par exemple, aujourd'hui en Europe centrale et orientale, est très largement occupé par les Ukrainiens. C'est vrai aussi en République tchèque. Si vous faites construire une maison à Prague, vous avez de grandes chances pour que les ouvriers de votre chantier soient des Ukrainiens. Et donc, je rebondis aussi sur la question de la réponse européenne. Gaïa Kerman, il est évident, mais il faut mieux le dire, qu'il faut effectivement tenir compte des pays d'Europe où il y a déjà une diaspora ukrainienne. C'est-à-dire qu'on ne va pas pardon, c'est un peu trivial, mais se dispatcher les réfugiés d'une façon un peu arbitraire. Bien sûr, et vous savez, au sein de l'Union européenne, en effet, les quantités de gens qui ont des permis de séjour, qui ont acquis entre-temps la nationalité de tel ou tel pays, c'est très très inégal. Par exemple, en France, autant que je sache, il n'y a que quelque chose comme 18 000 de gens avec des permis de séjour, plus probablement une certaine quantité, quelques milliers, qui ont eu déjà la nationalité française, plus des travailleurs illégaux dans le secteur de construction pour les hommes et dans le secteur des soins à la personne pour les femmes. Mais donc, les gens qui arrivent, imaginez que presque personne ne connaît le français, donc ils ne vont pas aller dans le pays où il n'y a pas de famille et dont ils ne connaissent pas la langue. En comparaison, il y a beaucoup plus d'Ukrainiens en Italie, par exemple ? Oui, parce que l'Italie a une autre politique. En Italie, si, disons, une femme qui s'occupe des soins à la personne obtient un travail, on lui donne le titre de séjour. Ça va dans l'autre sens et je crois, sauf si vous me contredisez, qu'il y a quelque chose comme plus de 200 000. 236 000 en Italie, 120 000
en Espagne. Non, qui était déjà là. Non, qui était déjà là, 100 000 en Grande-Bretagne. Mais je vous pose la question sur la façon dont ça va se passer. Est-ce qu'il y a quand même un risque que, alors je ne vais pas être caricatural, mais que l'administration européenne fasse ça un peu sans tenir compte de ces diasporas ou pas? Non, parce que le principe de protection temporaire repose sur une double volonté. A priori, celle des États d'accueillir, et puis celle des personnes. Et donc, c'est ce que nous disions tout à l'heure, les personnes iront d'abord là où il y a proximité avec l'Ukraine et là où il y a une diaspora. Donc, la répartition, dans un premier temps, elle va se faire, j'allais dire, elle va s'organiser sur le terrain. Là où ça va devenir compliqué, c'est si cette affaire dure, parce que, bien évidemment, le choc pour les économies polonaise, hongroise est très important, et donc il faudra une solidarité très forte de la part des autres pays de l'Union. C'est ce que l'on a vu dans d'autres conflits. Si vous prenez le conflit syrien, où sont allées les personnes? D'abord au Liban, en Jordanie, en Turquie. Et donc les mêmes phénomènes se reproduisent. 1 million en Allemagne. Oui, et 1 million en Allemagne. Et l'Allemagne, de nouveau, ouvre ses portes. Alors, Laetitia, vous vouliez revenir sur une image, une actualité qui était apparue sur les réseaux sociaux, qui a été ensuite diffusée un peu partout. La difficulté pour les expatriés africains ou nord-africains de passer la frontière. Oui, ce sont d'abord des images, des témoignages spontanés, qui ont été diffusés par les personnes qui étaient là, embêtées, empêchées de passer la frontière. Et puis ensuite, les médias s'en sont occupés, sont allés voir, ont recueilli des témoignages, et puis il y a eu des communiqués de diplomates, de chefs d'État, par exemple Macky Sall, le président du Sénégal, ou alors le président de la Commission de l'Union africaine. La semaine dernière, ensemble, ils ont fait paraître un communiqué où ils se disent préoccupés par les informations rapportées selon lesquelles les citoyens africains se trouvant du côté ukrainien de la frontière se verraient refuser le droit de la traverser. Alors après toutes ces alertes, évidemment, les médias français ont fait leur travail d'investigation. L'AFP est également partie recueillir des témoignages, comme celui-ci, on va l'écouter, Jean-Jacques, qui est étudiant congolais. Nous sommes allés à la frontière de l'Ukraine et la Pologne. En tout cas, c'est compliqué, surtout pour nous, les étrangers, de passer. Les étrangers africains, nous avons des problèmes pour passer. On privilège, c'est normal qu'on privilège les femmes et les enfants, mais les hommes, nous restons du matin au soir. On passe la nuit sous la fraîcheur, debout. Il n'y a pas mangé, il n'y a pas quoi, on est debout. On a fait plus de 4 jours sans rien manger. Le phénomène existe, mais c'est pas si facile d'en mesurer l'ampleur. Non, ce n'est pas simple, parce que déjà, nous sommes ici. Donc moi, je me garderai bien de vous dire si c'est un phénomène d'ampleur ou pas. Mais simplement, je suis allée chercher depuis une dizaine de jours pour avoir déjà les témoignages de journalistes qui sont sur place. Les correspondants du Monde et de Libération nuancent leurs conclusions en disant oui, c'est vrai que cela existe, mais comme disait Jean-Jacques là à l'instant, c'est parce qu'il y a souvent 2 files, une file femmes, enfants qui sont prioritaires et les autres qui attendent à côté. Donc oui, ça existe. Oui, monsieur, je vous donnerai la parole, ça existe. Et il y a juste Charles Michel, dimanche, qui prend la parole. Charles Michel, je vous rappelle qu'il est le président du Conseil européen et qui accuse carrément la Russie de propagande, c'est-à-dire que comme c'est d'avoir instrumentalisé ces images. Ils ont instrumentalisé. Si vous voulez, le problème avec ces images, Thomas, c'est qu'il y a énormément d'émotions naturelles, immédiates, humaines. Donc bien sûr que il y a toujours des tentatives d'un côté comme de l'autre d'instrumentaliser les images. Et donc Charles Michel dit et condamne la Russie pour ces faits de propagande. Pierre-Henri, alors de votre place de président de France Fraternité, j'imagine que des informations et vous avez dû en avoir, en vérifier. Quelle est l'ampleur de ce phénomène selon vous? Non, ce phénomène existe. Oui. Difficile évidemment à le mesurer, mais il est clair que les alertes que nous avons produites les uns et les autres
autres ONG à la frontière, etc., ont quand même permis de débloquer la situation. Mais je vais vous dire, ce n'est pas très nouveau, il n'y a pas d'étonnement. Au mois de février, au mois de décembre dernier, vous aviez des morts, des réfugiés qui mouraient à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Ils avaient simplement, si j'ose dire, et si je puis me permettre, l'inconvénient d'être kurdes. Voilà, donc par ailleurs... Pardon de mettre les pieds dans le plat, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est blanc et chrétien, c'est plus facile de passer la frontière? Eh ben oui, tout simplement. Et puis je vous rappelle tout simplement aussi que l'Ukraine n'avait pas une politique d'ouverture à l'égard des réfugiés très très forte. J'ai regardé les statistiques pour 2020. Il y a eu 550 demandes de protection en Ukraine en 2020. Il y en a eu 374 de refusés. Oui. Donc tout ça, évidemment, dans un contexte qu'il ne faut pas instrumentaliser. La Russie, évidemment, fait de la propagande, mais ces discriminations ont eu lieu. Et je crois que les alertes ont permis quand même de faire en sorte qu'elle s'atténue. Oui. Non, je crois qu'on a tout à fait raison d'être prudent, parce que je suis sûr qu'il y a des actes de solidarité absolument formidables de la part des Slovaques, des Polonais à l'égard des Africains ou des Asiatiques. Mais en règle générale, nous savons quand même que les sociétés d'Europe centrale ont encore un problème avec l'altérité culturelle, c'est-à-dire le monde non européen. Et ça provient de leur histoire, finalement. Il n'y a pas eu dans le bloc communisme autant d'émigration, autant de brassage interculturel. Il y avait bien sûr quelques étudiants de ce qu'on appelait les pays frères à l'époque dans les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc il y a un problème qu'on a d'ailleurs très bien vu au moment où M. Juncker avait proposé une répartition par quota des Syriens et des Afghans. Là, il y a eu une fermeture des pays du Visegrad, République tchèque, Pologne, Hongrie. Il y a même eu une déclaration d'un Premier ministre slovaque qui a dit « Nous voulons bien quelques Syriens, mais à condition qu'ils soient chrétiens ». Voilà. Et ça, c'est condamné aussi par tout un tas d'intellectuels dans ces sociétés, mais c'est une tendance quand même de ces sociétés d'Europe centrale assez lourdes. Alors, on va maintenant ouvrir le chapitre plus détaillé sur la réponse française. Je vous l'avais dit, ce chiffre, nombre de réfugiés ukrainiens en France depuis le début du conflit, on est à 5000. Et Quentin Calmet, je vous propose de nous rejoindre de nouveau, puisque, rebonsoir Quentin, le ministre de l'Intérieur était auditionné sur ce thème au Sénat cet après-midi. Exactement, il était auditionné par 2 commissions permanentes du Sénat, la commission des lois et la commission des affaires européennes. Pendant 1h30, il a pu détailler comme ça un petit peu les chiffres dont il disposait, et il a donné ce chiffre de 5000 Ukrainiens recensés depuis le début de la guerre en Ukraine sur les territoires français. Un chiffre qui est peut-être sous-estimé, a dit le ministre, car on utilise uniquement les passeports biométriques pour les compter, donc il y en a peut-être davantage, a-t-il dit. Les Ukrainiens, pour la plupart, rejoignent leur famille en Grande-Bretagne ou dans le sud de l'Europe, comme vous l'avez déjà un peu évoqué sur ce plateau, car il n'y a en France, a dit le ministre, que 17 000 Ukrainiens, la diaspora ukrainienne en France, une population donc assez modeste par rapport à d'autres pays de l'Union européenne. Il y a un point de tension qui a fait l'objet d'une partie entière de l'audition de Gérald Darmanin, c'est les tensions avec la Grande-Bretagne, car il y a des familles, environ 300 personnes, qui se sont vues refuser l'accès à la Grande-Bretagne depuis la semaine dernière. Écoutez Gérald Darmanin à ce propos. À peu près 600 Ukrainiens se sont présentés à la frontière britannique à Calais. 300 ont été refoulés, dont une très grande majorité de femmes et d'enfants. Pourquoi ? Parce que les Britanniques ne sont pas dans l'espace Schengen, ils sont sortis évidemment de l'Union européenne au sens politique du terme, et donc n'appliquent pas la protection temporaire telle que nous l'avons votée. La ministre britannique semblait comprendre la difficulté et donc m'avait fait part de sa volonté d'installer à Calais des personnes britanniques de son gouvernement capables de pouvoir résoudre ces questions. Nous n'avons pas eu pour l'instant gain de cause.
Voilà, une situation à Calais que Gérald Darmanin espère voir évoluer favorablement dans les prochains jours avec un consulat qui pourrait être installé à la frontière. Autre point important évoqué dans cette audition du ministre Thomas, c'est l'accueil des 5000 réfugiés donc que l'on a recensés. On a ce chiffre donné depuis ce matin sur le nombre de places disponibles pour leur accueil. Il y en aurait au total 10 798 comme vous voyez sur cette animation. 5 978 seraient mises en place par des particuliers, 3 683 par les collectivités locales et 1137 par les grands opérateurs d'hébergement. Alors les sénateurs ont interrogé le gouvernement. Comment se fait-il qu'il y ait une part aussi faible de l'effort de l'État? Écoutez la réponse de Gérald Darmanin. Lorsque je dis qu'il y a 3700 places proposées par les collectivités, en grande partie, c'est soit des places d'État, soit des places payées par l'État. Je prends l'exemple d'une commune que je connais bien, celle de Tourcoing, où dès aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'il faut décharger Calais d'une partie d'Ukrainiens qui attendent les visas de la part des Britanniques, voilà, le préfet a répondu à la demande à l'appel de la maire de Tourcoing, qui a dit nous on a un hôtel, et c'est l'État qui paiera les places de cet hôtel. Il se peut qu'il y ait dans ces places des choses qui appartiennent stricto sensu aux collectivités locales. Je pense à des logements d'urgence comme vous les avez évoqués, ou des gymnases, mais ça c'est une possibilité en cas de grande difficulté. Voilà, Gérald Darmanin qui a dit surveiller la situation tous les 2 jours avec des arrivées de réfugiés qu'on annonce exponentielles, a-t-il dit, c'est le mot qu'il a employé. Marlène Schiappa est chargée en particulier de suivre ce dossier, avec même un préfet qui a été mis en place spécialement. Un dernier mot, Thomas, pour dire qu'il y a un site internet qui a été mis en place depuis ce matin pour que chacun d'entre nous puisse apporter son aide à son petit niveau. C'est à l'adresse « Je m'engage pour l'Ukraine ». Il faut taper ça dans Google, on tombe sur la page du gouvernement. Merci beaucoup. Merci Quentin Calmet pour toutes ces informations. Pierre-Henri, sur les places d'hébergement, est-ce que vous êtes aussi optimiste que le ministre de l'Intérieur ? Il y a une mobilisation dans le pays qui fait que, en tout cas, dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de difficulté. La difficulté, elle est plutôt sur le long terme. Vous avez un dispositif national d'accueil, toute nationalité, qui est aujourd'hui quasiment saturé, qui est occupé à 97%. Et donc, c'est la raison pour laquelle, vous avez vu tout à l'heure, qu'il n'y avait qu'un peu plus de 1000 places disponibles chez les grands opérateurs de l'État. Mais vous savez, quand l'État veut faire, il fait. Et donc, nous, il y a la volonté politique, et je ne doute pas un instant que les personnes seront prises en charge. Après, la grande difficulté, c'est la place que l'on trouve dans... Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une arrivée exponentielle comme le dit? Non, je ne le crois pas, pour toutes les raisons que nous avons soulignées tout à l'heure. Mais il faut qu'on s'entende. 10 000, 15 000, 20 000 personnes rapidement, ça peut provoquer quelques difficultés compte tenu de notre organisation. Mais sur le moyen terme, nous saurons faire. La grande difficulté, j'insiste, c'est l'accès à l'emploi, c'est parler la langue, et on va retrouver avec les réfugiés ukrainiens tous les phénomènes que nous rencontrons avec les autres réfugiés qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas forcément toujours les formations adéquates, et ça va prendre du temps, et donc il faut que la société française aussi sache que au-delà de l'émotion légitime qui nous travaille tous, qui nous prend aux tripes, eh bien, il va falloir travailler sur le long terme. Gaïa Ackerman, les réfugiés, c'est aussi une arme pour Poutine, il ne faut pas l'oublier, notamment dans les négociations. Je pense parce que, vous savez, aujourd'hui, les autorités russes, l'armée russe a déclaré qu'ils ouvraient des couloirs humanitaires de 8h à 16h, mais uniquement vers la Russie. Et là, il n'y a pas foule, à la différence des frontières occidentales, parce que, en effet, s'il y a un afflux de beaucoup de réfugiés en Russie qui simplement fuient les combats et qui n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs, est-ce que vous imaginez, disons, de Kharkiv au nord
arriver jusqu'à une frontière occidentale, maintenant que toute la Biélorussie est aussi fermée. C'est un très long périple. Et quand il y a des combats en plus, c'est quelque chose d'impraticable. Donc, il y a beaucoup de gens actuellement qui se terrent quand même dans les refuges, dans les caves, etc., et qui quand même ne veulent pas se faire évacuer vers la Russie, parce que ensuite ça peut devenir un outil de chantage dans les négociations qui, quand même, tôt ou tard, il faudra négocier aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi la stratégie de Vladimir Poutine sur cette question des réfugiés qui reviennent vers la Russie ? Il a un objectif ? Je pense qu'il peut avoir un objectif, d'ailleurs le même que pour le Donbass, même le même que pour la Crimée. La Russie, depuis quelques années, souffre d'un déficit démographique assez important. Il y a eu en plus le Covid qui s'est superposé. Et en fait, si on compte non pas les chiffres qui sont avancés par les agences officielles concernant le Covid, mais la surmortalité, on arrive à plus d'1 million de personnes. Donc pour la Russie, qui veut occuper l'espace de plus en plus grand, avoir de moins en moins de population, c'est quelque chose de mauvais. Donc peut-être que la Russie, puisqu'il s'agit des régions russophones, compte les installer, les assimiler, voire les utiliser ensuite contre l'Ukraine. Voilà le projet. Et si vous permettez, j'ajoute juste un mot pour le débat précédent. Moi, je pense que nous avons vu tous les chiffres actuellement, ceux qui sont en France. Il y a plus que la moitié, à peu près 60%, qui sont accueillis par des familles. Mais il faut dire, je connais assez bien cette diaspora ukrainienne récente. La plupart vivent dans des logements exigus. Peu ont pu bénéficier même de logements sociaux. Ce sont des gens qui travaillent dur. Et je ne vois pas comment, à long terme, ils peuvent accueillir des familles entières. Donc je pense que la crise n'a pas encore commencé, mais elle risque de commencer un peu plus tard, quand ces familles d'accueil ne pourront plus assumer. Je voudrais rester maintenant, on va vraiment terminer ce débat autour de la stratégie de Vladimir Poutine, mais toujours sur cette question des réfugiés. Pierre-Henri, je me tourne vers vous. Sur les corridors ou les couloirs humanitaires, il faut quand même se souvenir de ce que Poutine peut en faire et de ce qu'il en a fait dans d'autres conflits. Absolument. C'est une promesse non tenue, c'est du chantage, c'est parfois des bombardements sur des routes qui sont censées être sécurisées. Enfin, c'est tout ça, quoi. Mais au-delà des couloirs humanitaires, ce à quoi il faut aboutir, c'est un cessez-le-feu. Parce que le couloir humanitaire, c'est pas simplement un endroit où transitent les personnes pour être évacuées éventuellement vers les pays de l'Union européenne ou vers la Russie. C'est aussi un endroit où on achemine des vivres, où on achemine du matériel sanitaire. Et pour l'instant, les conditions n'y sont absolument pas. Et puis, d'une certaine façon, admettre le couloir humanitaire, c'est admettre aussi la catastrophe humanitaire qui est en train de se dérouler autour d'un certain nombre de villes. Donc, vraiment, ce qu'il convient de demander aujourd'hui, c'est l'arrêt des hostilités. Et d'ailleurs, Poutine lui-même dit je tiendrai mes objectifs, que ce soit par la guerre ou par la négociation. Peut-être que le temps de la négociation pourrait venir. Emmanuel Macron a répondu hier soir. Il a dit que c'était du cynisme. Mais il faut être deux, vous avez raison, mais ça veut dire que aussi Zelensky doit, à un moment donné, accepter d'être autour de la table. Ah, mais bien entendu. Poutine aujourd'hui. On va parler de la stratégie de Vladimir Poutine, mais effectivement, je vous propose d'entendre le président de la République, Emmanuel Macron, alors qui était à la fois président et candidat. Ça va être notre lot d'observateurs pendant les semaines qui viennent. Donc il était à Poissy, dans les Yvelines, la ville du maire Karl Olive, pour un débat face à des Français triés sur le volet. Et voilà ce qu'il disait de Vladimir Poutine. Là, c'était plutôt le président qui s'exprimait. Oui, nous continuerons à parler à la Russie. Alors, la discussion est difficile avec le président Poutine parce qu'aujourd'hui, il refuse le cessez-le-feu. Parce qu'aujourd'hui, la Russie est sur une position très simple qui est
de demander des conditions très dures à l'Ukraine, et ça c'est une discussion entre les Ukrainiens et les Russes, mais qui se fait dans des conditions très inéquitables. C'est pour moi l'immense responsabilité aujourd'hui que prend le président Poutine. C'est celle de combattre un peuple qui lui est frère et de vouloir le détruire et l'humilier avec les pires termes. Et ça, c'est une faute historique. Christian Lequesne, est-ce que vous êtes d'accord sur cette formulation, une faute historique de la part de Vladimir Poutine? Ah oui, tout à fait. Je pense que la guerre à laquelle nous assistons est une guerre fratricide et je pense que la résistance des Ukrainiens aujourd'hui à l'invasion est telle que même si la victoire militaire qui consisterait à contrôler une partie du territoire techniquement se fait, le peuple ukrainien ne cédera pas. Il y a une conscience aujourd'hui nationale en Ukraine qui est plus forte que jamais. Et nous parlions dans un précédent débat il y a quelques jours avec Galia Ackerman du rôle que pourrait jouer ce parti des régions, qui pourrait être la 5e colonne parce que c'est le parti russophone, etc. On ne l'entend pas. Il s'est délité. Il est délité totalement. Oui. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'ose plus s'exprimer. On n'ose plus aujourd'hui en Ukraine dire que l'on est pro-russe. Ça, c'est... Galia Ackerman. Oui, tout à fait. Le parti des régions a disparu. On ne sait même pas où se trouvent ses chefs. Et je crois que plus personne pratiquement n'ose dire qu'il faut céder, qu'il y a la Grande Russie, etc. etc. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, il est arrivé à un résultat exactement inverse de ses espoirs. Il pensait probablement que, vous savez, il y a toute une rhétorique issue de la Seconde Guerre mondiale. Déjà, on ne parle pas de la guerre, mais on parle quand même de libérer l'Ukraine. On utilise le mot « libérer » comme jadis l'armée soviétique libérait l'Europe. Et donc apparemment, ils espéraient que le peuple libéré de la junte fasciste nazie va les accueillir avec les fleurs. Eh ben non. Alors, il y a une dimension, et je reste avec vous, Galia Ackerman, parce que il y a une dimension qui est vraiment intéressante sur peut-être une stratégie de Poutine qui pourrait être une stratégie de partition de l'Ukraine et qui repose sur... Alors, des réalités ou des fantasmes historiques, d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui, bien sûr. Vous savez, en fait, tout était déjà clair le 21 février, à 3 jours du début des hostilités, quand Vladimir Poutine a prononcé son discours, entre guillemets, historique, mais ses intentions y ont été exprimées avec beaucoup de clarté. Et je vous rappelle qu'en fait, il y avait 2 parties dans ce discours, même peut-être 3 parties, on peut dire. Il y avait une partie, un très long développement sur l'Ukraine, avec des mensonges historiques. Ensuite, il y avait la deuxième partie sur l'OTAN, qui était très menaçante. Et donc, parfois, je me dis que cette partie n'était pas pour rien dans ce discours. Peut-être qu'il compte ensuite s'attaquer même à ces anciens satellites qui sont membres de l'OTAN. Et ensuite, une troisième partie, mais toute courte, 2 minutes, sur le Donbass qu'il venait de reconnaître. Oui. Mais alors, sur la première partie historique, et donc sur la partie... ce que j'ai compris, c'est qu'il justifie, il réécrit l'histoire de l'Ukraine en disant c'est la Russie, alors soit la Russie tsariste, soit la Russie soviétique qui vous a donné ces terres, c'est ça en quelque sorte? En quelque sorte. Il y avait même une carte qui a été faite où on disait cette partie de l'Ukraine, le sud-est, c'est le cadeau de l'Empire des Tsars. La partie occidentale, c'est le cadeau de Staline. La partie nord, avec Kharkiv, c'est le cadeau de Lénine. Et donc, finalement, il restait au centre un petit territoire comme ça, bien sûr sans aucune sortie vers les mers, etc., qui, on peut dire, ils considèrent comme Ukraine historique, c'est-à-dire l'Ukraine des Zaporogues, des Cosaques, etc.
En effet, les idées d'une partition de l'Ukraine, pour en finir une fois pour toutes dans leur tête, c'est de transformer cet État en plutôt 4-5 petits États avec des régimes favorables au Kremlin, et donc restaurer cette comment dirais-je, cette situation historique, mais en fait, ça c'est peut-être un peu long à expliquer, mais en fait, tout cela est entièrement faux. Oui, c'est ça, il faut conclure, en disant que je sais qu'on doit conclure, mais j'ai juste une question, parce que vous dites, effectivement, il a été surpris, il pensait faire une guerre éclair, et il trouve finalement une résistance en Ukraine. D'accord, mais il n'est toujours pas arrêté, personne ne l'a stoppé, on ne sait pas si les sanctions vont le stopper, on sait que l'Europe ne veut pas entrer en guerre, donc est-ce que vous ne pensez pas, in fine, qu'on laissera... Alors ça peut être pour Christian Lequesne, l'Ukraine à la Russie? Allez, Christian Lequesne, allez-y. Non, mais je suis d'accord, l'Europe ne veut pas entrer en guerre, ça c'est absolument certain. Donc. Et l'OTAN, quand on dit l'Europe, c'est l'Union européenne, et l'OTAN également. D'ailleurs, on évite l'escalade, mais on évite l'escalade aussi parce que Poutine ne cesse de dire, à partir du moment où vous vous engagez d'une quelconque manière, nous considérons que vous serez belligérant, et donc voilà, c'est lui qui fait monter les enchères. Vous voyez, c'est une très grande différence avec Prague 1968, lorsque les chars du pacte de Varsovie sont entrés en Tchécoslovaquie en 68, l'ambassadeur d'Union soviétique à l'époque à Washington est allé voir les Américains et leur a dit, vous savez, c'est une affaire interne au pacte de Varsovie. Donc, quelque part, il a protégé le conflit possible avec les Occidentaux. Là, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Pas du tout. C'est très très différent. Et vous voyez l'idée même, j'entendais cette idée américaine que des avions polonais pourraient être repeints aux couleurs de l'Ukraine et ensuite donnés à l'armée de l'air ukrainienne, ça pourrait être considéré, il pourrait y avoir une interprétation de Poutine disant c'est une forme d'entrée en guerre. Donc on est obligé de faire très 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 attention en raison du caractère extrêmement belliqueux aussi à l'égard de l'Ouest, à l'égard de l'Occident. Hein. C'est une revanche contre l'Occident aussi. Galia Kerman. Je crains que quoi que nous fassions, ou quoi que nous ne fassions pas, si Vladimir Poutine a le projet, et nous ne savons pas quel est son projet, voilà, avant qu'il n'entre en guerre, on pensait que le conflit était possible, mais qu'au pire, ils occuperaient encore une partie du Donbass, ou peut-être créeraient un couloir entre la Crimée et la Transnistrie, entre le Donbass et la Transnistrie. Mais on ne pensait pas qu'il attaque frontalement toute l'Ukraine et qu'il veut en fait écraser et démanteler l'État ukrainien. Mais est-ce que nous savons quelle est la totalité de son projet? Je dis encore une fois, ce n'est pas pour rien que la deuxième partie de ce discours, où il me semble il a plus ou moins tout annoncé, c'était l'OTAN, la nécessité de revenir à la situation d'avant 1997, c'est-à-dire enlever les armements américains, enlever les bases militaires de toute l'Europe, de l'Est central la neutralité et du Sud, de l'Ukraine, neutralité d'une moitié de l'Europe. Et donc, nous ne savons toujours pas s'il n'a pas le projet, puisqu'il n'a pas réussi par la négociation, de procéder par la force. Merci beaucoup, merci à tous. Galia Kerman, Le Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, édition Premier Parallèle, et Christian Lequesne, La puissance par l'image, les États et leur diplomatie publique aux presses de Sciences Po. Merci encore d'avoir participé à ce débat. Je vous dis merci Laetitia, à demain évidemment. Et puis ne ratez pas le rendez-vous politique de la matinale. Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à l'élection présidentielle face à Oriane Mancini. Belle soirée.